Jusqu'à aujourd'hui, tout ce dont nous avons parlé concernant les actions du Parti démocrate pour s'emparer du pouvoir par tous les moyens, y compris l'assassinat, n'était qu'une théorie. Eh bien, disons que, il y a 2 jours, cela a cessé d'être une théorie et est devenu une réalité insupportable et répugnante. Un coffre-fort a été découvert à la CIA, soigneusement caché à la direction officielle. Mais 21 employés de la CIA, du FBI, du ministère de la Justice et du département d'État américain s'y succédaient. Sous-titre réalisé par Dimator Zoc. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a publié aujourd'hui un rapport sensationnel révélant un complot du président en exercice Barack Obama et de ses services spéciaux visant à saboter le président élu Donald Trump, à laver le cerveau de l'électorat et à saper la légitimité des élections. Il existe des preuves irréfutables montrant comment le président Obama et son équipe de sécurité nationale ont dirigé la rédaction d'un rapport de la communauté du renseignement dont ils savaient qu'il était faux. Une opération entièrement confirmée visant à commettre une mission du président tout juste élu. Tentative, renversement, destitution, diffamation, menée à l'échafaud, je ne sais pas quoi. Elle a commencé et s'est déroulée sous la direction directe du président sortant Barack Obama. Il savait que cela contribuerait à créer un récit fabriqué de toutes pièces. À savoir que la Russie serait intervenue dans les élections de 2016 pour aider le président Trump à gagner, en vendant cela au peuple américain comme une vérité. Ce n'est pas le cas. Gabbard a récupéré le rapport du comité du renseignement de la Chambre, gardé dans le coffre-fort de la CIA. Pendant presque une décennie, les enquêteurs ont passé plus de 2000 heures à étudier comment la supercherie russe est née en interrogeant 20 employés de la CIA et du FBI, et il s'est avéré que l'administration Obama avait falsifié des renseignements pour donner l'impression que Poutine et Trump avaient volé les élections. Un mois après la victoire de Trump sur Hillary, Barack Obama, insatisfait des rapports de renseignement, a demandé à son directeur de la CIA une nouvelle évaluation sur l'ingérence russe. C'était une démarche très inhabituelle. John Brennan a sélectionné 5 analystes de la CIA pour rédiger l'évaluation. Il n'y avait rien d'habituel là-dedans et c'était un travail urgent à publier avant l'investiture de Trump. L'évaluation reposait sur 4 éléments clés devenus le fondement de la mystification russe et de la chasse aux sorcières menée par Robert Mueller. Premièrement, Vladimir Poutine voulait la victoire de Donald Trump. Deuxièmement, il a agi pour l'y aider. Troisièmement, les Russes le compromettent, le dossier Steele. Quatrièmement, ils ont tenté de conspirer avec l'équipe Trump. Tout cela n'a jamais été vrai. Donc, il y a des preuves de tout ce dont nous avons parlé. J'espère que les participants à ce complot traître ne pourront pas s'en sortir simplement parce qu'ils ont détruit toutes les preuves directes. Selon les 21 employés, leur service a conduit Tulsi Gabbard aux documents cachés. Ils sélectionnaient uniquement les informations appropriées, mentaient sur leurs sources, citaient mal les sources, ne confirmaient pas leurs affirmations, supprimaient les informations contredisant leurs récits et utilisaient même des publications anonymes sur Internet. Les employés ordinaires de la CIA ont reconnu que ce qu'ils faisaient violait leurs propres normes de travail. Il y avait une puissante campagne de pression venant directement du sommet. Les analyses de la CIA affirment avoir reçu des instructions inhabituelles des responsables politiques, du directeur de la CIA et d'Obama. C'est ainsi qu'est née la supercherie russe. Ce rapport montre en réalité que les Russes voulaient simplement semer le chaos et saper la confiance des Américains dans la démocratie. Des renseignements fiables suggéraient que Vladimir Poutine se moquait de savoir qui gagnerait. Il n'avait aucune préférence. Obama et ses chefs du renseignement savaient que Poutine ne favorisait pas Trump, mais ils ont manipulé les données pour faire croire le contraire. Obama et ses agents savaient que Poutine ne conspirait pas avec Trump et n'avait pas ordonné d'aider Trump, mais ils ont tout de même diffusé cette information. Barack Obama, la CIA et le FBI obéissaient à notre ennemi. Pensez-vous? Pensez-vous que ces nouvelles informations impliquent l'ancien président Obama dans un acte criminel? Nous transmettons et continuerons de transmettre ces documents au ministère de la Justice et au FBI pour enquêter sur les conséquences pénales. Même pour l'ex-président Obama, les preuves, non? Les preuves que nous avons trouvées et publiées indiquent clairement que le président Obama a dirigé l'élaboration de cette évaluation du renseignement.
Le président, Barack Obama a supervisé la préparation de faux documents. 20 anciens initiés de la CIA et du FBI dénoncent désormais la vérité et ils pointent directement du doigt Barack Obama. Ce sont mes amis. Ce que Peter Strzok et Lisa Page nommaient leur plan de secours, la société d'Hillary Clinton en avait aussi besoin pour 2016. Ils devaient créer une bombe narrative qu'ils pourraient utiliser contre Donald Trump. Et voilà que le dossier Steele apparaît, un espion britannique étranger travaillant avec la société de Hillary Clinton, travaillant avec John Brennan et d'autres personnages, en falsifiant des preuves pour obtenir l'assurance nécessaire. Et bien sûr, nous avons traversé le Russiagate 1 million de fois. Mais maintenant, il semble que tout cela aurait pu être organisé par Barack Obama en créant l'Obamagate dès le début. Eh bien, les amis, tout semble s'effondrer. Des initiés du département affirment que c'était une campagne coordonnée à des fins politiques. Je ne sais pas pour vous, mais il semble que nous vivions le début de quelque chose de grandiose. Nous avons de nouveaux documents concernant la machine à argent de la Fondation Clinton. De nouvelles preuves qui suggèrent un pot de vin de 5 millions de dollars versés à Joe Biden et Hunter Biden par la société ukrainienne Burisma. Nous avons des dossiers contre Comey, contre Strzok, contre Brennan. Tout cela était maintenant passé au microscope. Il est désormais possible que certains coopèrent avec le gouvernement fédéral et accusent Barack Obama. Soit ce sera la plus grande déception de l'histoire, soit un événement grandiose va survenir. S'il vous plaît, la gauche, épargnez-moi vos discours hypocrites sur les normes, comme si nous devions oublier ce que vous avez fait à Trump. Toutes ces accusations et attaques juridiques infondées l'ont contraint à se défendre devant les tribunaux. Et eh bien, maintenant, je pense que c'est votre tour. Oui, je suis d'accord, c'est à leur tour. Mais donc, si on inventait des affaires à Trump, alors ceux-là ont les mains jusqu'au coude dans le... Eh bien, au moins dans la boue, voire dans le sang. Oui, même dans le sang. Un peu plus tard, je vais vous raconter des nouvelles incroyables de New York. Donc, la ville s'effondre vraiment, elle s'effondre. Voici l'un de ceux qui sont venus au Congrès pour raconter comment les administrations d'Alabama et de Biden agissaient. C'est Aaron Hayteke, ancien directeur de la garde frontière du secteur de San Diego. C'est une immense ligne, pour ainsi dire, un immense secteur où il a servi à la frontière pendant, selon ses dires, je crois, 25 ans et sous 5 administrations. Il a été stupéfait par les ordres qu'il recevait sous Biden. Le financement de la détention par l'immigration et les douanes a été réduit et les centres privés supprimés. Le fait qu'autant d'immigrants illégaux soient relâchés aux États-Unis s'est rapidement répandu dans le monde entier. Lorsque cela s'est produit, le nombre de personnes arrêtées par la patrouille lors de franchissements illégaux de la frontière a été multiplié par plusieurs fois. L'impact sur mes agents et moi a été majeur. Les secteurs doivent accueillir et traiter tous les immigrés illégaux découverts à la frontière. La patrouille frontalière a vu des centaines, voire des milliers de personnes venir et se rendre aux États-Unis. Ces chiffres mobilisaient jusqu'à 100% des agents de la frontière. Au Texas, en Arizona et en Californie, la patrouille frontalière était absente pendant des semaines, voire des mois. Ceux qui voulaient éviter d'être attrapés pouvaient entrer. Nous ignorons qui ou quoi est entré dans notre pays à ce moment-là. Tout au long de 2022 et 2023, j'ai envoyé des agents au Texas et en Arizona pour recenser ceux qui avaient échappé à la surveillance. Ces secteurs manquaient d'agents sur le terrain pour constater leurs oublis. En même temps, à San Diego, nous avons constaté une augmentation exponentielle du nombre d'étrangers d'intérêt significatif. Ce sont des étrangers ayant des liens importants avec le terrorisme. Avant cette administration, San Diego arrêtait en moyenne 10 à 15 étrangers d'intérêt par an. Après l'annonce de la facilité à franchir la frontière, plus de 100 arrestations similaires ont eu lieu à San Diego. En 2022, il y en a eu beaucoup, encore plus en 2023 et encore plus cette année. Il raconte comment la politique du Parti démocrate a conduit à l'entrée de millions de clandestins aux États-Unis, apportant avec eux des drogues, des armes, la prostitution et l'infiltration aux États-Unis de membres d'organisations terroristes du monde entier. Zen 90 est un autre problème. À San Diego, 80 à 90% de la saisie nationale de méthamphétamine et de fentanyl a lieu chaque année. En raison du faible contrôle à la frontière, ces drogues arrivaient en grande quantité. Lors de ma dernière année à San Diego, le prix d'un comprimé de fentanyl était passé de $10 à 25 cents. Ce qui est encore pire, en 2022 et 2023, j'ai dû fermer les points de contrôle à San Diego, essentiels contre le trafic de drogue, car les ressources ont été réaffectées à la mission de traitement et de libération. Le grand nombre a eu et a toujours un impact négatif sur la communauté de San Diego.
J'ai dû relâcher chaque jour des centaines d'immigrants illégaux dans des communautés incapables de les soutenir. Pour atténuer le problème, 2 vols hebdomadaires ont été mis en place de San Diego au Texas pour y transférer les immigrés qui auraient été relâchés à San Diego. Chaque vol coûtait environ 150 000 $. L'administration voulait ainsi apaiser la crise à la frontière. Lorsque ces vols ont cessé et que les libérations ont repris, la Californie a vu l'impact économique réel. Je recevais des appels du bureau du gouverneur, de maires et d'administrateurs d'hôpitaux me demandant de détenir les immigrés clandestins blessés pour que le gouvernement fédéral paie les soins. Sous la pression de l'administration, mon équipe s'est davantage intéressée à la fiction présentée dans les médias, sans se soucier du tout de la réalité. Chaque fois que nous passions et demandions de l'aide pour résoudre un nouveau problème, cela restait sans réponse. À San Diego, nous avions parfois 2000 étrangers ou plus, assis entre les clôtures et demandant à se rendre. On m'a dit de les éloigner des yeux des médias, Ce qui intéressait le démocrate, c'était de cacher le problème pour que la presse ne le voie pas. Pas de résoudre le problème, mais de le cacher aux yeux de tous. Le dépôt scellé a été ouvert et ce qu'il y avait à l'intérieur change tout. Ils disaient que c'était une théorie du complot. Ils vous traitaient de fous rien que pour avoir posé la question. Pendant près de 10 ans, les médias traditionnels, les grandes entreprises technologiques et les initiés de Washington ont dissimulé cette histoire, ont ridiculisé ceux qui enquêtaient et ont rejeté l'Obamagate comme un fantasme de droite. Et maintenant, 20 lanceurs d'alerte de la CIA et du FBI ont parlé, et cela provoque un choc dans le marécage de Washington comme jamais auparavant. Le 9 décembre, quelques jours après avoir reçu le rapport des renseignements disculpant la Russie d'ingérence électorale, Barack Obama a tenu une réunion dans la salle de crise de la Maison-Blanche. Avec le directeur du FBI James Comey, son adjoint Andrew McCabe, le directeur de la CIA John Brennan, James Clapper, directeur du renseignement national, John Kerry, secrétaire d'État, et la conseillère à la sécurité nationale Susan Rice. Et dans cette pièce, ils ont pris avec Obama une décision qui empoisonnera la politique américaine pendant des années. Voici Tulsi Gabbard. Nous évaluons notre situation actuelle. Récemment, nous avons publié des documents prouvant que le président Obama et des responsables du renseignement ont volontairement créé un faux document de renseignement. Après la fin des élections de 2016, après que le peuple américain a dit non, nous voulons que Donald Trump soit notre commandant en chef et non Hillary Clinton. Ce document fabriqué affirmait que la Russie cherchait à aider le président Trump à gagner les élections dans le but de saper sa présidence et d'usurper la volonté et les voix du peuple américain qui avait envoyé Trump à la Maison-Blanche. Ils ont donc décidé de fabriquer de fausses informations qui contredisaient directement leurs propres experts en renseignement. Honnêtement, je ne suis pas surpris, bien sûr. Et vous non plus, évidemment, vous n'êtes pas surpris. Ceux qui disent que la fin justifie les moyens agissent un peu toujours comme des bandits, de grands chemins comme des gangsters, mais pas comme on les montre dans les films, comme dans Le Parrain, mais dans la vraie vie. Un message est arrivé, puis un autre d'ailleurs à propos de New York, disant qu'il commençait à se désintégrer, à s'effondrer. Je vais finir avec ce sujet et je vous raconterai. Nous ne parlons plus de politique comme d'habitude, les gars. Nous parlons d'une crise constitutionnelle ou, comme l'a dit Tulsi, nous parlons de trahison d'État. C'est le mot qu'elle a utilisé, c'était un comportement traître de la part de tous ceux qui étaient impliqués. Donc, le soi-disant grand jury s'est déjà réuni en Floride d'Ouray, où cela fait déjà 2 mois et demi, voire même 3 mois, je crois. Des procureurs, enquêteurs et témoins comparaissent en devant eux 2 fois par semaine. Cela dure généralement de 1,5 à 6 mois, c'est-à-dire que, quelque part à la fin, peut-être en janvier, peut-être à un autre moment de l'année, une décision sera rendue. C'est-à-dire qu'ils diront « oui, nous avons suffisamment de documents pour voter l'ouverture de l'affaire » ou ils diront « non, ce n'est pas suffisant ». Ils seront alors dissous et de nouveaux documents préparés. Si la décision est positive, c'est-à-dire qu'il y a des raisons de juger, environ 2 mois plus tard, les procédures judiciaires commenceront. En mars, on peut s'attendre aux premières audiences, à l'échange de documents, au dépôt de requêtes préliminaires, à la sélection des jurés, ce qui est un moment très important. Et quelque part au 2e trimestre de l'année 26, plutôt vers la fin du trimestre, on peut s'attendre à la première audience avec la participation des jurés.
Alors, qu'est-ce que cela signifie en général pour notre vie politique aux États-Unis d'Amérique? Donc, à partir de juin, peut-être juillet de l'année 26, les principales actualités seront les affaires sales du Parti démocrate. Eh bien, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on va le sortir, le secouer et le laver en public. Et du concierge jusqu'à leur président préféré, Barack Obama, on retournera tout à l'envers pour que tout soit visible. Les scandales et les audiences publiques sur des affaires retentissantes renforcent généralement la division dans la société, transformant les élections du 26 en un champ de bataille entre les partisans des deux partis. Les partisans de Trump auront une raison puissante de se rassembler contre l'élite criminelle, tandis que les démocrates présenteront cela comme une attaque contre les adversaires politiques, une menace pour notre démocratie. Eh bien, ils font comme d'habitude, n'est-ce pas ? La lutte sera, comme toujours, pour les indépendants. Ces électeurs vont observer si, en effet, les démocrates ont commis, disons, ces actes illégaux, des crimes, des fabrications, s'il existe des preuves d'abus de pouvoir. Si c'est le cas, une part importante des indépendants votera contre eux, c'est-à-dire pour Trump, pour les républicains. Si le processus leur semble politiquement motivé, ce que la presse va essayer de faire croire, alors au contraire, cela attirera les électeurs vers les démocrates. Comme pour dire, protégeons-nous de ces affreux, mauvais et terribles partisans de Trump. Et pour engager des poursuites pénales contre un ex-président, n'importe quel ex-président, pas seulement Barack Obama, il ne suffit pas de prouver l'existence de documents papier. Il faut ainsi prouver non seulement l'existence de ces instructions et ordres, mais aussi un intérêt personnel direct. L'intention de commettre un crime et la compréhension des conséquences d'un tel ordre. Eh bien, c'est extrêmement difficile. Donc, les subordonnés du président portent une responsabilité juridique personnelle en cas de violation de la loi, même s'il y a eu un ordre venu d'en haut. Le précédent a été établi lors du procès de Nuremberg. Mais dans la soi-disant loi britannique que nous avons adoptée ici, ou dans le code britannique qui est pratiquement adapté aux États-Unis d'Amérique. Cela a toujours plus ou moins existé, mais sur la scène mondiale, pour ainsi dire, cela a été confirmé lors du procès de Nuremberg. S'il est prouvé que les exécutants ont consciemment enfreint la loi, c'est-à-dire, eh bien, ils savaient qu'ils enfreignaient la loi, et dans ce cas, bien sûr, ils le savaient. Oui, ils peuvent être condamnés, même si l'ex-président n'est pas tenu pour responsable. Pour punir Obama, il faut prouver sans aucun doute que le président a consciemment donné des ordres criminels, qu'il comprenait leur illégalité et qu'il avait l'intention de commettre un crime. De plus, le président des États-Unis est protégé par des garanties spéciales, à la fois juridiques et constitutionnelles. S'il apparaît des preuves absolument irréfutables, eh bien très probablement, cela se limitera à une enquête et non à la condamnation et à la punition d'Obama. Mais cela peut facilement se terminer par la condamnation et la punition des exécutants, ainsi que par des conséquences sur la réputation politique. Bien sûr, cela signifie que le président, l'ex-président, sans que lui-même soit directement inquiété, sera tout de même secoué et ainsi de suite. Mais Obama pourrait être obligé de témoigner. Parfois, des audiences à huis clos sont organisées. Il n'est pas forcément nécessaire, comme on dit, de tout exposer à la télévision. Parfois, cela se fait aussi par écrit. Bill Clinton, par exemple, a témoigné lors de l'enquête du procureur spécial Starr. Nixon a été obligé de coopérer avec l'enquête après sa démission, c'est-à-dire qu'il était, comme Obama, un ex-président. Dans tous les cas, une affaire bien préparée, avec de nombreuses preuves et témoins, peut avoir un impact massif sur les élections de 2026 et aussi décider du sort du Congrès, c'est-à-dire par un transfert massif de sièges au Congrès entre les mains des républicains. Voilà, et maintenant, parlons de New York, ce que j'ai promis. Donc, Mamdarish n'a même pas encore eu le temps de s'asseoir dans le fauteuil de maire. Comment ? Staten Island, c'est l'un des 5, ils l'appellent un borough. Eh bien, pour nous, disons, les 5 districts de New York, c'est par exemple Brooklyn, Manhattan, le Bronx, le Queens, et ainsi de suite. Donc, ils ont annoncé qu'ils allaient se séparer de la folie communiste.
Le 5 novembre, New York a élu Za Okrana Mamdani comme maire, un socialiste démocrate de 34 ans qui cite fièrement Eugene Debs et fait campagne aux côtés de Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez. Son programme comprend le gel des loyers, la garde d'enfants gratuite, une augmentation significative des impôts pour les riches et ce que les critiques appellent une adhésion totale à l'idéologie socialiste. Ce n'était en aucun cas une victoire écrasante. Mamdani a en fait divisé le mouvement de gauche à New York. Près de la moitié des démocrates new-yorkais l'ont rejeté. Et alors que les 4 autres arrondissements semblent se préparer à la tempête qui approche, un arrondissement, Staten Island, ne l'a pas simplement rejeté. Ils essaient maintenant de quitter officiellement New York complètement. Staten Island est un bastion républicain, l'arrondissement le plus conservateur de New York. Alors que le reste de la ville soutient surtout les démocrates, Staten Island vote régulièrement pour les républicains aux élections locales, étatiques et nationales. Près de 2/3 de l'arrondissement ont voté Trump en novembre. Et en novembre prochain, ils attirent l'attention dans toute la ville. La semaine dernière, le député républicain Sam Pirozzolo se tenait à l'emplacement de l'ancienne taverne Rose and Crown à New Dorp. C'est là lieu de première installation des soldats britanniques qu'ils ont entendu parler d'eux. La déclaration d'indépendance lue à haute voix le 9 juillet 1776. Et voici ces mots. Il y a 250 ans, des hommes et des femmes courageux ont déclaré qu'ils ne vivraient plus sous la tyrannie. Ils ont refusé de vivre sous l'autorité d'un gouvernement venu d'outre-mer qui les imposait excessivement, les ignorait et les traitait comme des êtres inférieurs. Mais aujourd'hui, nous devons prendre leur place. Encore une fois, on nous accable excessivement, on nous échange contre une représentation symbolique, et encore une fois, nos voix sont ignorées. Et encore une fois, on nous dit de payer plus et d'attendre moins de coûts par action. Nos voix doivent être entendues. Il ne s'agit pas de race, il ne s'agit pas de religion ou même de politique. Il s'agit de justice et de liberté, du droit des habitants de Staten Island de choisir leur propre destin. Quand nos impôts augmentent vraiment, que ce soit pour nos écoles, nos routes et les familles de Staten Island, et non pour une ville qui nous a ignorés et abandonnés. Staten Island. Ils n'auraient pas besoin d'organiser de référendum, ni de demander l'accord du conseil municipal, ils ne l'auraient jamais donné de toute façon. Ils peuvent eux-mêmes réunir le conseil de l'arrondissement et, sur la base des référendums précédemment organisés, où 65% de la population voulait quitter New York, se séparer. Et donc déposer auprès de l'État les documents pour la création d'une ville de plus de 500 000 habitants là-bas. Il me semble qu'il y a environ 550 000 habitants dans la ville. Pour que... Cette indépendance signifierait-elle au final? Avec environ 500 000 habitants, Staten Island deviendrait la 2e plus grande ville de l'État de New York, comparable à Baltimore, et plus grande que Miami, Tampa, Oakland ou Cleveland. Et pour lui, il faudrait créer sa propre police, service d'incendie et système éducatif. Mais cela ne coûtera pas forcément aux contribuables. De nombreuses analyses économiques ont montré que la séparation de Staten Island leur apporterait en réalité un allègement budgétaire. Les habitants de Staten Island payent plus d'impôts qu'ils ne reçoivent de services. Ils ont subventionné les autres quartiers pendant des décennies. Avec l'indépendance, tout cela cessera. À partir de ce moment-là, le processus est plus ou moins assez simple. Le soutien. Localement, des rassemblements sont déjà organisés et de nombreux habitants de Staten Island, comme vous le savez, signent des pétitions. Ensuite, une étude de faisabilité et une analyse économique sont menées. Un référendum consultatif devrait ensuite permettre aux habitants de Staten Island d'exprimer leur avis. Enfin, l'Assemblée législative de Staten Island ou de l'État devra approuver la nouvelle charte municipale. Et, ce qui est important, la gouverneure Hochul et l'Assemblée législative devront l'approuver. Et c'est là qu'il y a un facteur imprévisible. Le président Trump a déjà menacé de réduire le financement fédéral à New York sous Mamdani. Le gouvernement fédéral, soutenant l'indépendance de Staten Island, pourrait considérablement changer la donne. Si Staten Island réussit à se séparer, cela créera un précédent qui pourrait se répandre dans toute l'Amérique. Encore une fois, le point clé ici est que la séparation à grande échelle, ou la désannexion comme on l'appelle, est déjà en cours.
Mais avec l'indépendance de Staten Island, les enclaves conservatrices situées dans des villes dirigées par des forces progressistes à travers tout le pays auront une feuille de route. J'ajouterais à cela que les New-Yorkais aisés n'auront plus besoin de se précipiter en Floride puis au Texas. Oui, et ils pourront rester dans leur région habituelle sans un idiot communiste pour diriger leur vie en déménageant à Staten Island, qui est déjà, comme on l'appelle, un paradis républicain. Voilà des nouvelles intéressantes, mesdames et messieurs, et à la prochaine.